La honte et la culpabilité, c'est deux sentiments totalement différents. Dans la culpabilité, vous avez un tribunal imaginaire dans la tête. Vous avez un tribunal qui vous condamne sans cesse. C'est ta faute, ta grande faute. Tu dois expier, tu dois payer, tu dois te racheter. Donc il faut payer. C'est des mots qu'on emploie pour la honte, pour la culpabilité. Alors que dans la honte, ce n'est pas un tribunal imaginaire qu'on a dans la tête, c'est un détracteur intime. Alors j'ai un vilain jeu de mots à vous proposer, c'est un abjecteur de conscience. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous êtes minable. Regardez comment je suis, regardez, je suis maigre, je suis ventru, comment voulez-vous qu'une femme m'accepte? Je suis minable. Regardez, quand je parle, je bredouille, je ne sais pas quoi dire. Comment voulez-vous que je bavarde? Je ne peux pas parler, etc. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous avez votre détracteur intime qui vous rabaisse sans cesse. Donc c'est un poison de l'existence. Et pourtant, je pense que, comme tous les poisons, une petite dose de poison est nécessaire. Sans honte, on aurait du mal à vivre ensemble. Sans honte, vous n'existez pas, je me moque de ce que vous pensez de moi, j'en tiens pas compte. Donc j'ai des rapports de force, des rapports de mépris. Vous n'existez pas. Donc je tiens absolument pas compte de votre jugement. Alors c'est pour ça que je propose l'idée qu'un peu de honte, c'est presque moral. Vous existez, je ne peux pas tout me permettre, je dois tenir compte de ce que vous pensez, de ce que vous pensez de moi. Si on veut se côtoyer, si on veut vivre ensemble, il faut que je tienne compte de votre monde mental. Je ne peux pas tout me permettre. Donc un zeste de honte, comme un zeste de culpabilité d'ailleurs, oui. Ça nous permet de coexister. Dans la honte, si je ne tiens pas compte de votre existence, je suis pervers, je me moque de ce que vous pensez. Mais si je ne tiens compte que de votre existence, je suis complètement soumis à votre regard. Et à ce moment-là, votre présence est un poison pour moi. Mais sans votre présence, je suis désespéré. Mais avec votre présence, vous m'écrasez. Quand je vous vois, je pense que vous pensez. Hein, vous avez bien entendu. Je pense que vous pensez. C'est-à-dire que je vous attribue le pouvoir de me mépriser. Et peut-être vous me méprisez, mais moi je ne le sais pas. En tout cas, si j'ai honte, c'est que je vous donne ce pouvoir sur moi. Papa Freud, dont on parle beaucoup depuis... Beaucoup moins quand même. depuis plus d'un siècle quand même. Il disait que les êtres humains sont comme des hérissons. C'est-à-dire que tout seuls, ils sont désespérés, alors que dès qu'ils voient un autre être humain, ils se précipitent et ils se piquent. C'est-à-dire qu'ils se piquent l'un à l'autre. Donc c'est exactement ce qui se passe entre nous. Sans vous, je suis désespéré, mais avec vous, la vie n'est pas forcément toujours facile. La biologie de la solitude, c'est ce qui abîme, ça abîme très fortement un cerveau. Oui. Et là maintenant, avec les neurosciences et la neurobiologie, on le photographie, on le filme sans aucune difficulté. Alors, c'est la métaphore, la fable du hérisson de Freud. Hein. Sans autre, mon cerveau s'atrophie, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin d'actes de parole. L'acte de parole est une nourriture de mon cerveau. Mais ce que vous dites ne me plaît pas toujours. Donc, on est en pleine fable du hérisson. Pour un bébé, un seul monde mental existe, le sien. Si vous êtes triste, je suis triste. Si vous êtes gai, je suis gai. Je suis ce qui est autour de moi. Alors que il faut 4 ans à un enfant pour apprendre, si autour de lui il est sécurisé, il faut qu'il arrive à l'âge de 4 ans pour arriver à comprendre, à se représenter les représentations d'un autre. C'est l'empathie. C'est seulement à partir de l'âge de 4 ans qu'un enfant devient capable de se décentrer de lui-même pour se représenter les représentations des autres. Et là, à ce moment-là, il peut avoir honte. C'est un sentiment intensément éprouvé. On est mal. Si c'est 2 heures, bon ben, c'est 2 heures gâchées, c'est dommage, mais c'est pas tragique. Mais quand ça dure 20 ans, surtout pour un adolescent, ça empoisonne, ça met sur une orbite et ça gâche toute une partie de l'existence. Alors la honte, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Mourir de dire », parce que dans notre culture psychologique ces dernières années, on nous disait il faut tout dire. Ben, oui, il faut tout dire, mais il y a des choses, 1, qui ne sont pas dissibles, 2, il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre, et 3, il y a des choses que je n'arrive pas à dire. C'est-à-dire que si j'étais complètement sans affect
Effectivement, je pourrais tout dire, mais comme j'ai des affects, je ne peux pas tout dire. Je suis obligé de tenir compte de votre jugement, de votre opinion. Et à ce moment-là, si je ne le dis pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'entre en relation avec vous de manière tout à fait partielle. C'est-à-dire qu'une partie de ma personnalité s'exprime, je souris, je parle, je travaille, et l'autre partie souffre en secret, et je ne peux pas la travailler, je ne peux pas l'élaborer, comme on dit en psychanalyse, je souffre en cachette. Les honteux ont une phrase très surprenante. Quand j'ai appris ça, ou quand j'ai compris que j'avais fait ça, ou quand j'ai appris ça de ma mère, de mon père, j'ai honte de ceux que j'aime aussi, je n'ai pas honte que de moi, hein. Quand j'ai appris ça de mon père, j'aurais voulu rentrer sous terre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est une phrase très fréquente. C'est une phrase de gibier. Ça veut dire que sous votre regard et pour moi, vous êtes un prédateur. Quand vous me regardez, je me sens gibier. Vous allez mal me juger. Vous allez me mépriser. Si je rentre sous terre, je vais être protégé. Je vais avoir un sentiment de sécurité, mais en rentrant sous terre, je me désocialise. Comment je fais pour parler, comment je fais pour m'engager, comment je fais pour vivre. Je suis à l'abri, protégé, mais je m'empêche moi-même de vivre, enfin, ou plutôt j'aurais dû dire, le sentiment de honte que j'éprouve m'empêche de vivre avec vous. Alors oui, c'est un sentiment intense, et la surprise, c'est que on peut s'en débarrasser du jour au lendemain, en une phrase, en une prise de conscience. Alors l'exemple que je prends pour répondre à votre question, c'est un gendarme italien qui s'appelait pour de bon Giuseppe. Je n'ai pas changé son prénom parce que sa fille m'a donné l'autorisation de citer son vrai prénom. Vous allez voir pourquoi. Donc Giuseppe est gendarme à Gênes, et puis dans les années 30, et il y a une manifestation. Et il reçoit l'ordre de tirer au fusil sur les manifestants. Et il dit, mais je ne peux pas. Donc il a été à l'école avec les gens qui sont dans la rue, il connaît les familles, c'est des gens qui ne lui ont rien fait, qui sont innocents. Et il dit, je ne peux pas tirer à coups de fusil sur des gens que je connais et qui sont innocents. Mais, comme je suis gendarme, si je ne tire pas, je vais passer en tribunal militaire et je vais être puni. Donc ou bien je tire et je tue des innocents, ou bien je ne tire pas, et il va falloir que vous permettez, on peut faire des mauvaises astuces, ou bien je tire et je tue des innocents, ou bien je me tire et je m'enfuis en France. Et effectivement, il a souillé son pantalon tellement il était dans l'incapacité de choisir, et il n'a pas pu tirer, et d'émotion trop forte, il a souillé son pantalon. Il est rentré chez lui en disant, ben voilà, maintenant il faut s'enfuir parce que je vais passer en tribunal militaire. Et il arrache toute sa petite famille à Gênes, et ils deviennent émigrés en France. Sa fille, qui est une petite fille à ce moment-là, a honte de son père. Elle aurait voulu avoir un père gendarme glorieux qui va au combat, qui rétablit l'ordre, qui est décoré à l'ordre de la nation. Voilà, ça aurait été un papa glorieux. Et elle devient historienne. Et un jour, elle doit lire les lettres de gendarmes allemands. Vous avez peut-être lu le 101e bataillon de Christopher Browning. Et ces gendarmes allemands, qui sont des hommes cultivés, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne des années 30 était une belle culture, avec une culture germanique très, très belle, et que c'est là qu'il y a une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Et elle lit les lettres de ces gendarmes, qui sont des lettres élégantes, et il y a un gendarme qui écrit à sa mère, parce qu'ils avaient pour mission d'entrer dans les écoles ou dans les villages et de tuer les enfants juifs et tziganes un par un d'une balle dans la tête. Et ils en ont tué 80 000 comme ça, les uns après les autres. Et puis un gendarme rentre chez lui et écrit à sa mère, c'est un devoir assez difficile, des fois le soir on y repense. Et tout d'un coup, l'historienne, elle, cette lettre-là, évoque son père qui, lui, avait gardé la noblesse de ne pas tirer sur des innocents. Et en une lettre, à la fin de la lettre, elle devient fière de son père. Et c'est pour ça qu'elle m'a dit, non, gardez son prénom,
parce Un que hommage je comme veux qu'on Robert cite Schiffer. mon père. Ouais. Donc j'ai gardé son prénom et son nom parce que sa fille m'a dit non, non, je suis fier de mon père aujourd'hui. Et elle ne l'a pas dit, mais je sais qu'elle probablement elle a pensé j'ai honte d'avoir eu honte. Le plus sûr moyen de commettre un crime sans éprouver de honte, c'est de postuler qu'on appartient à l'espèce supérieure. Mm. À ce moment-là, on peut tout se permettre. Et c'est une tendance que tout le monde peut facilement avoir.